Bonjour, je suis Nour, organisateur de voyage et j'habite à Marrakech. Le tourisme a pris un grand coup à cause de la pandémie du coronavirus et comme je faisais voyager mes clients en leur racontant des histoires, sachant que la célèbre plage Jemaa el-Fna à Marrakech est patrimoine mondial oral de l'UNESCO grâce aux conteurs d'histoire, j'ai le plaisir de reprendre du service avec de belles histoires sur la générosité, la polygamie, la corruption, les gigolos, les mariages arrangés, magie noire et magie blanche, et plein d'autres sujets majoritairement inspirés de ma culture et de certaines civilisations traditionnelles. Je vous serai reconnaissant de vous abonner à ma chaîne en vous promettant de belles surprises. Un beau jour d'il y a une dizaine d'années, j'avais accompagné 2 touristes originaires d'un pays européen pour une excursion au désert. En cours de route, je m'étais arrêté pour leur faire visiter une très belle casbah. Pendant la visite, un collègue guide local m'avait croisé et je l'avais présenté aux 2 gazelles. Après l'escapade au désert et sur le chemin du retour, l'une de mes 2 clientes me demanda de repasser à la casbah. Étonné de la demande, j'avais signalé que celle-ci ne se trouvait pas sur notre itinéraire du retour et que je ne comprenais pas la raison du doublement de la visite. Mes clientes, croyant à un supplément financier, me proposèrent une somme d'argent. J'avais donc accepté de changer l'itinéraire en refusant l'argent, mais en me posant maintes questions. À quelques kilomètres de la casbah, l'une des 2 femmes me dévoila enfin la raison de la 2e visite. Son amie, que j'appellerai Marianne, âgée de 58 ans, était tombée amoureuse du guide de la casbah. Coup de foudre apparemment. Je me rappelle avoir dit que c'était une raison importante pour doubler la visite et que si j'avais su au départ, j'aurais foncé plus vite et surtout sans poser de questions. Arrivé à la casbah, j'avais aussitôt lancé au guide en dialecte berbère, en guise de salut, que la pauvre touriste était tombée amoureuse de lui, en lui demandant d'être gentil et attentionné avec elle. J'avais entraîné la 2e femme assez loin afin de laisser notre amoureuse exprimer ses sentiments. À notre retour, presque 1 heure plus tard, nous surprenions la pauvre femme pleurant en remettant son foulard de soie signé au jeune guide âgé de 27 ans. Sans doute avait-elle pensé que son parfum luxueux aiderait notre ami à sentir le coup de foudre pareillement. Après l'échange des contacts, entre autres le nom et l'adresse du riad à Marrakech, nous avions quitté notre ami charmeur et sommes rentrés à Marrakech. Le lendemain, en fin de journée, j'avais reçu un texto m'annonçant l'arrivée inopinée de notre jeune ami, accompagné d'un autre homme. Marianne me demandait s'il n'y avait pas de risque de répondre à l'invitation des visiteurs chez une 3e personne habitant à Marrakech. J'avais répondu que si elles étaient consentantes, il n'y aurait aucun risque. Quelques semaines plus tard, je fus surpris par le retour de notre amoureuse ainsi que sa présence à la maison familiale du guide dans un petit village non loin de la casbah. Elle était revenue auprès de son prince charmant. Quelques mois plus tard, j'ai été choqué par un email envoyé par l'ami de notre amoureuse me demandant d'intervenir auprès du guide afin de restituer à son pauvre ami la somme de 60 000 € qu'elle lui aurait prêtée. En appelant le guide, insistant sur le fait que c'était moi qui l'avais connecté avec sa créancière, il m'avait dévalé toute l'histoire. Marianne avait décidé de plein gré d'investir dans un projet d'auberge, le guide fournissant le terrain et elle l'argent pour construire le projet. Le coût de la construction ainsi que de l'agencement nécessitait quelques 100 000 €. Marianne n'avait viré que la somme de 60 000 €, somme insuffisante pour atteindre le stade d'exploitation.
En plus, la créancière avait l'intention de s'installer définitivement à l'auberge et en devenir co-gérante. En résiliant l'entente, le projet ne pouvait plus voir le jour. J'ai besoin de trouver une nouvelle associée afin de terminer le projet et pouvoir rembourser graduellement ta cliente, m'avait annoncé ironiquement le guide. Le problème, c'est que Marianne n'avait aucune preuve justifiant son association dans le projet, mis à part le transfert d'argent vers un compte bancaire du guide. Par respect à ma tentative de médiation, ce dernier avait accepté de lui verser des mensualités. Quelques semaines plus tard, je fus contacté encore une fois par l'ami de la créancière qui m'annonçait que Marianne avait perdu son emploi et encore plus grave, un œil à cause de sa grosse déception. Elle m'apprit que le jeune guide maltraitait son ami et on était même arrivé à l'abattre, raison pour laquelle elle est retournée chez elle. Elle s'apprêtait à vendre sa maison pour compléter le montant de l'accord, vente qui fut heureusement évitée à temps. Quelques jours après, je reçus un appel de Marianne elle-même, probablement dans le but de proclamer la guerre au guide, m'annonçant qu'elle avait rencontré une dame du pays dont le frère était avocat et qu'elle lui avait promis de récupérer son dû illico en envoyant le gigolo en prison. J'avais donc transmis l'ultimatum immédiatement. Le principal concerné ne semblait même pas inquiété. D'ailleurs, il me contacta ultérieurement pour me dire qu'il n'accepterait plus aucune médiation à l'avenir, l'affaire ayant été introduite en justice. Résultat, Marianne avait perdu son procès en raison de l'insuffisance de preuves. Ma seconde histoire est celle de Jeanne, 64 ans, médecin, mariée à un médecin et mère de 2 enfants, une fille et un garçon. Je l'avais connue à l'occasion d'une excursion en groupe pour une seule nuit au désert. Jeanne était venue avec une collègue. Au retour de la nuit au bivouac, elle pleurait. Craignant un quelconque harcèlement, je lui avais demandé s'il y avait problème. Pauvre Mohamed, m'avait-elle répondu, sa famille a tout perdu dans les inondations. Je suspectais déjà que Jeanne soit tombée dans un piège. Après seulement quelques mois, j'avais reçu un email de Jeanne me demandant d'organiser un voyage de 4 jours au désert. Elle allait revenir, cette fois-ci avec sa petite famille, et comme par hasard, exigeait d'avoir Mohamed comme chamelier guide. À l'arrivée de Jeanne, j'avais vite compris qu'il y avait de la tension entre les 2 époux et que ma cliente s'en foutait royalement de sa fille alors âgée de 13 ans, ainsi que de son fils qui en avait 17. À la récupération de la famille en vue du retour, j'avais appris par le staff du bivouac que Jeanne partait plusieurs fois dans le désert seule avec Mohamed, 22 ans, sans que son mari soit inquiété le moins du monde. C'est vous dire que je n'avais pas été surpris d'apprendre ultérieurement que Jeanne avait abandonné mari et enfant et décidé de s'installer avec Mohamed dans une autre ville. Elle lui avait acheté une maison à ses parents, en plus la 4x4 et les dromadaires à son gigolo. Pour ce, elle avait vendu toutes ses valeurs et décidé de s'installer au pays. Moins d'1 année plus tard, j'offrais un café à Jeanne, qui avait tout perdu, y compris l'affection de Mohamed, et s'était résignée à rentrer chez elle. Ainsi, le beau rêve de Jeanne n'avait duré que quelques mois. La vedette de ma 3e histoire est un maître gigolo. J'avais une cliente actionnaire avec son mari dans une grosse compagnie aérienne. C'est vous dire la taille de sa fortune. Carole, c'est son nom d'emprunt, était tombée amoureuse d'un jeune berbère quelques 30 années plus jeune qu'elle, et que je confirme très charmant. Carole lui avait acheté un appartement à lui, une maison à sa famille. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Sauf que notre maître gigolo, pour ne rien perdre de la manne, était parvenu à fiancer son frère avec la fille à Carole. Qui dit mieux? Lorsque j'accompagne des touristes de sexe féminin, plus précisément des femmes seules,
Ma modeste expérience me permet de repérer de potentielles victimes de gigolo. Par exemple, je repère des auberges avec des prénoms comme enseigne et je m'amuse à y coller un nom de victime. Avant, c'était Jade et Jamie. Là, c'était Louise et Laossine. Ici, c'était Alice et Ahmed. Là-bas, c'était Madeleine et Mohamed, etc. Bien évidemment, il ne restait plus que le nom du jeune gigolo sur l'enseigne. Malheureusement, je me suis rendu à l'évidence qu'au lieu de les mettre en garde, j'attisais leur convoitise. La raison de ce choix de sujet aujourd'hui, c'est l'une de mes clientes qui m'avait dit placidement que les femmes n'auront bientôt plus besoin des hommes et que tout se ferait en laboratoire. Je lui avais signalé que c'était peut-être vrai, mais que j'avais des doutes que les laboratoires puissent reproduire le sentiment d'affection. Durant ma trentaine d'années d'expérience, j'ai été plusieurs fois matchmaker et heureusement réussi de beaux matchs. Curieusement, nos 3 victimes sont originaires de pays froids, à croire que le soleil et la chaleur étaient complices de nos gigolos. C'est vrai que la belle nature aidait. Rien de plus romantique que l'invitation des jeunes chameliers à leurs hôtes pour se rendre en haut des dunes, au milieu de la nuit, pour admirer un ciel merveilleusement étoilé, en leur proposant un massage de leurs orteils endurcis par le froid glacial. Tout cela après une randonnée à dos de dromadaire, durant laquelle le frottement de la bosse de l'animal éveille les instincts fragiles. Enfin, je remarque que les Occidentaux parlent souvent d'argent. Et je suis sidéré lorsqu'un homme dit à sa copine « Tu me dois 5 dirhams que je t'ai prêté ce matin ». Chez nous, on ne fait jamais de compte en public, même entre amis hommes. Il y en a un qui paie aujourd'hui et les autres, chacun son tour. D'accord, ce n'est jamais équitable, mais ça a son charme. Chez nous, on invite toujours la copine. Et la caricature qui se répète, c'est celle du copain lui offrant le panaché ou la glace géante alors que lui consomme un café noir, histoire de ne pas dépasser son budget. Quand on voit une fille payer la consommation à son copain, cela ne veut même pas dire qu'il est un projet de futur gigolo, mais malheureusement qu'il a perdu son statut d'homme.